Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon deuxième point lecture pour le mois de novembre. Dans cette vidéo, j'ai du coup quelques romans ainsi que des titres graphiques à vous présenter. Tout d'abord, je vous parlerai de 3 petites lectures que j'ai effectuées de livres qui sont écrits par Cécile Guyot et illustrés par Mina M, à savoir Le fantôme du conservatoire, La cité automate et Willow Hall. Après ça, je vous parlerai de ma lecture de Bépocalypse par Ariel Holz. Puis ce sera au tour de ma lecture de Délius par Sabrina Calvo. Ensuite, je vous parlerai de ma lecture du tome 6 des Chroniques de Saint-Marie, donc En cas de problème par Jodie Taylor. Et je terminerai cette update avec ma lecture du premier tome de Alpi de Saul Sender. Donc c'est parti, je commence tout de suite avec les romans donc, de Cécile Guyot et Mina M. Donc je vais commencer avec Le fantôme du conservatoire, qui est le premier que j'ai lu. Le fantôme du conservatoire, du coup, c'est un titre qui est publié chez Miroir au trouble. Ils sont devenus un petit peu compliqués à trouver maintenant, mais on peut les trouver en occasion. Et du coup, dans ce récit, donc c'est un récit dont la police d'écriture est adaptée aux lecteurs dyslexiques. Et donc, il y a des illustrations en noir et blanc par Mina M à l'intérieur. Donc c'est un titre assez court. Dans ce titre-ci, on va suivre un groupe de personnes, un groupe de collégiens, lycéens, qui se rend à un stage d'été dans un vieux conservatoire. C'est un stage d'été du coup de musique, c'est quelque chose qu'il attend avec plaisir tous les ans. Sauf que cette année, il se retrouve dans un conservatoire un peu étrange qui semblerait être hanté. Et du coup donc voilà, on va suivre toute cette histoire. C'est un titre du coup qui parle pas mal de musique, de groupe de personnes, puisque du coup c'est un groupe de musique qui va se former, de fantômes, et puis ça traite également de l'histoire de plusieurs générations, ce que j'ai trouvé assez chouette. Il y a pas mal de références musicales aussi, donc voilà, vraiment un titre très cool. Je trouve que c'est une histoire qui aurait pu très bien marcher sur un roman plus long, et je trouve que la version courte marche quand même plutôt bien. C'est pas un titre où on a l'impression que tout va trop vite, mais c'est un titre qui est vraiment plaisant, et voilà, j'aurais bien aimé suivre cette histoire-là sur quelque chose d'un petit peu plus long, un petit peu plus développé. Mais c'était vraiment chouette, et du coup je lui ai mis la note de 17 sur 20. Ensuite, je me suis plongée sur La cité automate. Pareil, donc c'est chez Miroir au trouble, c'est aussi une police dyslexique, et c'est également illustré donc en noir et blanc par Mina M. Ce récit-là m'a un petit peu moins plu, c'est un titre assez particulier. C'est un titre entre steampunk et vie après la mort, qui parle également pas mal de félins. Mais voilà, globalement les deux choses principales, c'est le steampunk et la vie après la mort, puisqu'on va suivre un personnage qui va avoir un accident grave et qui va se retrouver finalement dans cette espèce d'entre-deux. Assez particulier, c'était assez étrange. Pour le coup, celui-ci, j'ai trouvé que c'était un petit peu rapide en termes de narration, mais c'est assez original. Donc voilà, du coup, j'ai bien apprécié, mais moins que l'autre. Et du coup, celui-ci, donc je lui ai mis la note de 15 sur 20. Et après, je me suis tournée vers Willow Hall. Celui-ci, c'est différent, c'est un artbook qui a du coup des magnifiques illustrations en couleur. Voilà, avec à chaque fois le texte à côté. Et donc celui-ci est publié aux éditions du Chat Noir, il est disponible sur leur site internet, il est souvent en prix réduit pendant leur solde, tant qu'ils en ont en stock du moins. Voilà. Donc celui-ci, c'est un titre qui est épistolaire. Comme vous avez vu avec la page que je vous ai montrée, en fait, voilà, à chaque fois on a une illustration et une lettre à côté. On va suivre l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Émilie. Et Émilie en fait va se faire embaucher par une riche famille pour s'occuper de leur petite fille Lorena. Mais Lorena est une enfant assez particulière, elle essaye de se rapprocher d'elle mais c'est un peu compliqué, et donc elle envoie des lettres à son fiancé, et donc voilà, en fait on la suit à travers ces lettres et puis également à travers quelques articles de journaux qui sont glissés également dedans. C'est une histoire très mélancolique, assez sombre et empreinte de mystère. Les illustrations sont vraiment à couper le souffle, je trouve. Vraiment, j'adore le travail de Mina M. Et là, dans ces teintes un peu bleutées, etc., je trouve ça vraiment superbe. Donc voilà, l'ambiance marche très bien. C'est assez court, pareil, j'aurais aimé que ce soit plus long, mais pour autant, ça fonctionne bien, je trouve. Et ouais, c'était vraiment super chouette. Je lui ai mis du coup celui-ci également la note de 17 sur 20.
Ensuite, on va passer du coup aux 3 romans un peu plus longs, à savoir tout d'abord donc Bépocalypse par Ariel Holtz. Ariel Holtz, c'est l'auteur de la série Les Sœurs Carmine, qui est une série que j'ai intégralement lue, que j'aime bien. C'est pas la série révolutionnaire pour moi, mais c'est une série que j'ai pris plaisir à lire. Et j'étais curieuse du coup de voir ce qu'il allait faire de différent. Il a sorti d'autres romans depuis, mais les résumés ne m'intriguaient pas plus que ça, alors que celui-ci a su me taper dans l'œil. Donc celui-ci, je l'ai reçu de la part des éditions L'École des Loisirs, que je remercie. Dans Bépocalypse, du coup, on suit une histoire qui se passe bien après une apocalypse. Il s'est passé beaucoup de choses, la vie a dû se réorganiser, et dans cette vie réorganisée, on suit notre héroïne qui s'appelle Sam, du coup donc Sam va au lycée, elle a son job étudiant à côté, enfin etc. Voilà. Elle essaye de vivre un peu normalement, mais c'est quand même un monde qui est assez dangereux, donc elle se promène tout le temps avec sa batte de baseball, elle se déplace en vélo, ils n'ont plus beaucoup de technologie, etc. Sa mère est infirmière et son père est décédé, et elle a ses 2 meilleures amies, qui s'appelle, lui j'ai oublié, donc c'est Yvette et je me souviens plus comment est-ce qu'elle s'appelle, le garçon, bref. Donc elle est avec ses 2 amies et finalement voilà, elle a sa petite vie d'amis, elle a sa petite vie qui s'organise comme ça. Et puis on va leur annoncer à l'école qu'ils vont avoir 2 nouvelles personnes qui vont arriver dans leur classe, puisqu'en fait ils ont décidé de faire la paix avec des habitants un peu particuliers qui sont considérés comme des mutants. La ville voilà, essaye de faire la paix avec eux, et du coup ils ont décidé d'envoyer certains de leurs enfants dans le lycée, et notamment 2 jumeaux qui vont se retrouver dans la classe de Sam et ses amis. Donc voilà, on suit tout ça, on les suit également. Au début il va y avoir un stage de survie, c'est un stage de survie qui n'est pas sans rappeler les Hunger Games, mais j'ai trouvé ça vraiment chouette à lire, j'aurais bien aimé finalement que ce soit un petit peu plus long. Et puis ensuite donc voilà, on découvre pas mal de choses. Ce que j'ai aimé dans ce récit, c'est tout d'abord l'idée qui est assez poussée quand même autour de cet apocalypse. Comme je vous l'ai dit, voilà, il y a ce stage de survie parce que ces jeunes adolescents doivent apprendre à survivre. J'aime bien le fait que Ariel Holtz ait poussé l'idée assez loin. La monnaie est différente, elle est particulière, je vous laisserai découvrir ça. La nourriture a une place très importante dans le récit en lui-même, dans le cœur de l'intrigue. Tout ça, j'ai vraiment trouvé ça chouette. J'ai aimé aussi le fait que les mutants et les méchants de manière générale soient pas juste là pour être méchants. Et j'ai trouvé ça intéressant de ce côté-là. Après, le défaut que je trouve à ce récit, c'est que si vous avez lu pas mal de post-apo, il y a quand même des choses, je trouve, qu'on voit venir. Même si Ariel Holtz a réussi à mettre pas mal de bonnes idées, il y a quand même certaines trames narratives un petit peu plus standards. Donc voilà. Et puis oui, sur ce récit, gros trigger warning si vous êtes arachnophobe. Je pense que ça peut éventuellement être un petit peu compliqué. Après, je l'ai lu dans une lecture commune dans laquelle il y avait une personne arachnophobe, et finalement c'est pas le même aspect des araignées qui nous a fait peur. Voilà. Et puis oui, ce personnage justement dont je vous parlais, donc le personnage d'Yvette est vraiment un personnage super chouette. C'est un personnage qu'on aimerait tous, je pense, avoir comme ami. Et de manière générale, c'est un récit qui propose quand même une jolie diversité. Donc voilà, un titre du coup que je vous recommande si ça vous intéresse, si vous avez envie de lire ça, de voir cette ville qui s'est réorganisée après cet apocalypse. Et pour ma part, du coup, je lui ai mis la note de 16/20. Ensuite, je me suis tournée vers Delius, une chanson d'été par Sabrina Calvo, publiée aux éditions Mnemos. D'ailleurs, le second tome est sorti à la fin du mois d'octobre, je crois, qui s'appelle La Nuit des Labyrinthes. En sachant que celui-ci peut tout à fait se lire tout seul, il peut tout à fait être considéré comme un one-shot, mais voilà, il y a un deuxième titre qui suit les mêmes personnages. Dans ce récit, on va suivre Bertrand Lasjambe, qui est un botaniste très réputé, qui est français et qui habite dans le sud de la France avec son... comment dire, c'est pas son associé, c'est pas son espèce de valet, on va dire, qui lui est anglais. Et en fait, donc eux deux, donc au départ on les suit eux deux dans leur petite vie, etc. avec les fleurs, en sachant donc qu'on va découvrir assez vite dans le récit que les fleurs ont une place très particulière puisque les fleurs sont liées en fait à la féerie. Et puis on a également une autre branche du récit qu'on suit, dans laquelle en fait il va y avoir pas mal de meurtres qui vont être commis, et à chaque fois ces cadavres vont être retrouvés remplis de fleurs.
Et du coup, donc, il y a tout un groupe d'experts finalement qui essayent de savoir ce qui s'est passé et ils vont faire appel à 2 personnes principalement pour résoudre cette enquête. Ils font appel à Bertrand Lasiambe parce que c'est un botaniste extrêmement réputé et ils font appel également à Sherlock Holmes, enfin en tout cas quelqu'un suggère l'idée de faire appel à Sherlock Holmes et du coup comme Sherlock Holmes est un personnage, ils font appel finalement à Arthur Conan Doyle que l'on voit également du coup dans le récit, qu'on voit beaucoup moins que Bertrand Lasiambe mais qu'on voit quand même un peu aussi dans le récit. Et du coup voilà, ça va les emmener dans tout ça, dans toute cette histoire. Je précise, pour ce récit, c'est un titre qui est assez long à assembler, les différents éléments sont un petit peu compliqués à se regrouper et c'est un titre qui est très onirique et qui de manière générale a une narration assez particulière. C'est pas une narration qui plaira à tout le monde, c'est une narration qui est assez soutenue et oui, qui plaira pas à tout le monde. En gros, Sabrina Calvo a une plume que je trouve très originale. Après, je l'avais jamais lu ailleurs que là-dedans, donc je sais pas si c'est pareil dans ses autres titres, mais en gros, je vais vous montrer, ce sera peut-être plus parlant. En gros, voilà, on alterne en fait finalement entre des passages où il y a des échanges. Bon, là ici, c'est assez court, mais des fois, ça peut faire plusieurs pages. Donc des échanges comme ça où finalement, il n'y a aucun répondit machin, dit bidule. Voilà, des échanges qui vont très vite. Et à côté de ça, vous voyez la page d'à côté, de la narration complète sans une ligne de dialogue. Et finalement, voilà, on a ces différents modes de narration qui s'alternent. On a également des journaux. Là, pour le coup, c'est écrit en italique. Mais voilà, du coup, c'est vraiment... Voilà, typiquement, là, c'est pas mal de dialogue. Mais c'est vraiment des narrations différentes qui s'alternent. Après, je trouve que vraiment, on sent le soin dans le choix des mots. Et ça fait vraiment très plaisir à lire de ce côté-là, même si c'est vrai que du coup, c'est un titre qui peut un peu dérouter par son écriture. Donc voilà, si vous savez que c'est pas le type d'écriture avec lesquels vous êtes sensible, ne vous tournez pas forcément là-dessus, puisque c'est vraiment cette écriture aussi qui contribue à l'ambiance du récit, et l'ambiance de ce récit pour moi c'est vraiment sa grande force. C'est un récit du coup, comme je vous parlais et comme je disais, qui parle beaucoup de fleurs, qui parle aussi de féerie puisque c'est lié. Ça parle aussi pas mal de rêves, c'est dans un univers plutôt victorien de manière générale, qui va les amener dans plusieurs pays. On a du coup 7 assassins et puis il y a un côté quand même assez déluré, un peu fantasque. Le seul petit reproche que j'aurais à faire à ce récit, c'est que effectivement c'est un petit peu lent à mettre en place, à faire en sorte que tout se regroupe, et puis j'aurais bien aimé une fin peut-être un petit peu plus ancrée, même si on comprend la fin, etc. J'aurais aimé qu'elle soit encore un peu plus forte peut-être, mais voilà. Pour ma part, ça a vraiment été une très chouette lecture. Je lui ai mis la note de 17 sur 20 parce que vraiment c'est une lecture originale, c'est une lecture dans laquelle on sent, comme je vous disais, vraiment voilà, le soin des mots, le soin de la narration, et puis j'ai beaucoup aimé le duo Lasiambe et Fenby, donc voilà, pour ma part ça a été vraiment une chouette lecture. Je pense que je lirai du coup la suite, et je pense que c'est un titre voilà, qui plaira beaucoup aux personnes qui sont sensibles à tout ça. Si jamais c'est votre cas, n'hésitez pas à vous tourner vers ce roman. J'ai également lu donc du coup le tome 6 des Chroniques de Saint-Marie, donc en cas de problème, aux éditions Hervé Chopin. Celui-ci c'est également un service presse comme donc Bépocalypse. Du coup j'étais très contente de continuer cette série de Saint-Marie, puisque c'est vraiment une série que j'aime beaucoup suivre, j'aime beaucoup les personnages dedans. Pour vous parler globalement de la série, on suit l'histoire de Maxwell, qui est une jeune historienne assez fantasque, qui se fait embaucher par Saint-Marie dans le premier tome. Et en fait Saint-Marie c'est un institut d'histoire, mais qui a la particularité pour se documenter sur l'histoire, et bien d'envoyer ses historiens dans des petites capsules temporelles, et puis du coup ils se retrouvent à l'époque qu'ils ont envie de documenter. Forcément c'est pas sans risque, notamment quand ils vont par exemple voir des dinosaures, ça peut avoir quelques conséquences un petit peu problématiques. Quand ils vont également dans des guerres ou se renseigner par exemple sur l'incendie du phare d'Alexandrie, comme ça avait été le cas dans un des tomes précédents, voilà, ils se mettent quand même assez souvent dans la merde, il faut bien le dire. Maxwell en plus de ça est quand même assez maladroite et n'a pas du tout de chance, donc ouais, c'est vraiment des histoires à chaque fois qui sont très drôles. Le groupe de personnages est absolument génial, ça nous fait voyager dans plein d'époques différentes. Et du coup donc ce tome 6
C'est un tome qui n'est pas tout à fait comme les autres, dans le sens où il n'y a pas une grosse expédition de prévu, puisqu'en fait dans ce tome 6, Maxwell, suite à tout ce qui s'est passé avant, est un peu plus ou moins en repos, et pour sa période de repos dans laquelle elle ne part pas faire des grosses missions, eh bien on lui confie la charge de former de nouveaux historiens puisqu'ils ont besoin de nouvelles recrues, et du coup elle va se retrouver avec 5 apprentis à former. Donc voilà, du coup ils font des voyages temporels, mais c'est des petits voyages de formation si on veut, et c'était vraiment très chouette. L'ambiance est toujours géniale, l'ambiance de groupe est toujours super aussi. Donc voilà, je vous recommande encore une fois cette série si ça vous intéresse. C'est de la SF, mais du coup c'est pas de la SF très poussée, puisque c'est surtout des voyages temporels, donc finalement plus d'histoire que de futur, technologie incroyable, etc. Ils vont très peu dans le futur puisque c'est extrêmement déconseillé et dangereux, donc voilà, du coup c'est plutôt toujours dans le passé. Donc oui, à nouveau un tome que j'ai beaucoup aimé, et du coup je lui ai mis la note de 17/20. Et pour terminer, on va finir avec le manga Alpi de Soul Sender, qui est absolument magnifique, on est bien d'accord, et que j'avais du coup très très envie de découvrir, et qui a été une grosse déception. Voilà. Donc c'est publié aux éditions Kibun. Je l'avais acheté peu de temps après sa sortie parce que j'avais complètement flashé sur cette couverture, et je m'étais dit que si les dessins à l'intérieur étaient à la hauteur, et bien ça promettait. Donc Kibun, c'est les éditeurs notamment de Magus of the Library, c'est un petit peu le même style de dessin assez travaillé. Je m'étais dit ok, si c'est le nouveau Magus of the Library, je veux lire ça. Bon, et bien la réponse est non. Voilà. En fait dans ce titre-ci, du coup on suit l'histoire de cette jeune fille qui est du coup une Soul Sender. Donc en fait en gros dans ce monde, c'est en gros de la fantasy, dans ce monde là il y a des esprits qui finalement sont responsables bien de la fertilité du sol, de la météo, etc. Enfin bref, ils sont très importants. Sauf que ces esprits, eh bien parfois ils meurent. Quand ils meurent en soi c'est pas grave, puisqu'après il peut y en avoir un nouveau qui arrive, sauf que finalement quand cet esprit meurt, eh bien il se décompose plus ou moins, et il empoisonne tout ce qui est autour. Donc ce qu'il faut faire, eh bien il faut qu'une personne, donc un ou une Soul Sender, vienne et délivre cet esprit, que cet esprit s'envole, et que du coup voilà, la Terre soit libérée, qu'un nouvel esprit puisse arriver, etc. Et donc voilà, les Soul Sender finalement parcourent le monde pour trouver ces endroits qui doivent être libérés. Alors les esprits sont effectivement absolument magnifiquement bien dessinés, les paysages aussi, mais par contre les personnages je suis pas hyper fan, et puis surtout ils sont très caricaturaux dans leurs expressions, c'est quelque chose pour ma part que j'aime pas trop dans les mangas. Et puis les scènes d'action entre guillemets sont assez brouillonnes, assez floues, et pareil c'est quelque chose que j'aime pas trop dans les mangas. Donc voilà, du coup au niveau des dessins finalement ça a été un peu moitié-moitié, certaines choses sont très jolies, d'autres me plaisent pas. Et puis l'histoire en fait, c'est pas un récit continu, c'est une histoire en sketch, en scénette. Et du coup voilà, tout se résout très rapidement à chaque fois, et parfois c'est pas très crédible, donc voilà, j'ai pas été hyper emballée. C'est une série qui est toujours en cours au Japon, elle fait 4 tomes pour l'instant, et donc pour l'instant il y en a 2 qui sont sortis en français, puisque le deuxième est sorti assez récemment. Donc ouais, voilà. Alors je vais essayer de vous montrer. Voilà. Donc là, on voit par exemple le type de dessin de paysages qui sont assez jolis, les traits des personnages qui sont un peu plus caricaturaux. Là ça va encore parce qu'en plus il n'y a pas de scène vraiment d'action, ouais, ouais, ça m'a pas tant convaincu que ça. Je sais pas trop si je lirai la suite, je la lirai peut-être si je la trouve par exemple en médiathèque, mais je suis pas sûre de l'acheter. Donc voilà pour ce manga, et du coup donc je lui ai mis la note de 13/20, ce qui n'est pas non plus une note catastrophique, c'est juste que j'en espérais plus, voilà. Sur ce, j'en ai donc fini avec ce point lecture, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces titres, s'il y en a certains qui vous tentent, si je vous ai donné envie d'en découvrir. Et puis pour ma part je vous laisse, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!